comme à notre grande habitude, une question. Mali, départ de la MINUSMA, quel bilan nous nous interrogeons? Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Mali, départ de la MINUSMA, quel bilan? Telle est notre grande interrogation, mesdames, messieurs. La mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a cessé d'opérer il y a près d'un an, c'était le 31 décembre 2023. Depuis cette date, la MINUSMA ne disposait plus de mandat et ne menait plus d'activité, même si on sait pertinemment qu'elle faisait des missions en sourdine pour le compte de l'Occident. Certaines équipes étaient pourtant toujours présentes au Mali pour le processus, nous dit-on, de liquidation de missions consacrées aux dernières étapes logistiques et administratives. Ce processus devait prendre fin le 31 décembre 2024 prochain. Il sera finalement officiellement conclu avec un peu d'avance. C'était le 15 novembre dernier. Les autorités maliennes de transition récupèrent aujourd'hui le vaste camp de la MINUSMA à Bamako, sur la route de l'aéroport. Le dernier après la rétrocession de celui de Gao en juillet, la MINUSMA avait quitté tous les autres dès l'année 2023. Ces derniers mois ont été consacrés au transfert d'équipements vers les pays contributeurs ou vers d'autres missions onusiennes dans le monde, ainsi qu'à la clôture des contrats et des comptes financiers. Une question cependant, mesdames, messieurs. Quand on parle justement de transfert d'équipements, pourquoi la MINUSMA ne transfère pas ses équipements aux autorités maliennes? Pourquoi prendre l'initiative de prendre ces équipements, nous dit-on, qui servaient à combattre le terrorisme, à l'envoyer à d'autres pays étrangers, sachant que le Mali aujourd'hui en a encore besoin des équipements pour pouvoir combattre ses ennemis? Qu'est-ce qui peut bien empêcher la MINUSMA, on va le dire comme ça, de rétrocéder ses équipements aux autorités maliennes? Qu'est-ce qui se cache derrière? Nous nous interrogeons. La MINUSMA, il faut également le rappeler, a compté plus de 15 000 personnels militaires et civils. Les non-maliens avaient pour l'essentiel déjà quitté le pays l'année dernière. L'entité en charge de la liquidation de la mission indique que quelques dizaines d'internationaux sont toujours au Mali et qu'ils auront quitté le pays progressivement avant la date butoir, le 31 décembre prochain. Avec la fin de cette période de liquidation, la page de la MINUSMA est donc définitivement tournée. Après 10 années de présence, son départ avait été exigé par les autorités maliennes de transition qui estimaient que les casques bleus ne sécurisaient pas suffisamment le pays et qui reprochaient également à la mission onusienne ses rapports sur les restrictions des libertés publiques ou sur les exactions de l'armée malienne et de ses partenaires, à savoir le groupe Wagner. Des travaux considérés par Bamako comme une instrumentalisation des droits humains. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons, nous également, ce matin. Ces personnes sont parties, mais jusqu'à preuve de contraire, 10 années passées sur le territoire malien. Pourquoi est-ce que les responsables de la MINUSMA ne font pas de bilan? Parce que vous êtes quand même sur le territoire de quelqu'un, soi-disant pour sécuriser ce territoire, soi-disant pour lutter contre le terrorisme, soi-disant pour lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, pour ceux qui le savent, depuis que la MINUSMA a mis les pieds sur le sol malien, alors les casques blancs ont mis les pieds sur le sol malien, eh bien, le terrorisme a grandi de plus belle. Oui. Vous vous rappelez d'ailleurs que près de 60% du territoire malien était entre les mains des terroristes. Maintenant, donc, mesdames, messieurs, ils s'en vont. Quel bilan? Où est d'ailleurs ce bilan? Pourquoi ils ne disent pas ce qu'ils ont fait au cours des 10 dernières années? Nous attendons en tout cas le bilan de la MINUSMA. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Mali, départ de la MINUSMA, quel bilan? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec André Kisselfanga, panafricaniste pasteur. Il est notre invité ce matin. André Kisselfanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Joselangos. Merci pour l'invitation une fois de plus, n'est-ce pas, à Panafricaniste TV. Mais c'est un plaisir d'être dans vos studios. Très heureux de vous avoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, ça va. On rend grâce à Dieu. On a le souffle de vie, on a la santé, mais on se bat au quotidien pour davantage, n'est-ce pas, éclairer la lanterne des Africains et du reste du monde.
Très heureux de vous avoir rendu Kissel Fanga. Finalement, la MINUSMA s'en va. On le sait depuis le décembre de l'année dernière que la MINUSMA avait été priée de partir. Oui, tout le monde s'en va. Il y avait plus de 15 000 personnes, casques bleus et parfois aussi des personnels civils sur le sol malien. Ils s'en vont. Oui. Ont-ils donné un bilan aux Maliens? Non, je ne pense pas qu'ils ont donné un bilan aux Maliens, mais nous, en tant qu'analystes, n'est-ce pas, nous pouvons faire le bilan. Oui. Nous pouvons voir les résultats de cette MINUSCA arrivée en 2013 jusqu'en 2024 aujourd'hui, voilà. Donc, qui, justement, venait pour les missions de sécurisation, d'aide, n'est-ce pas, de protection, de lutte contre le terrorisme. Et je pense que finalement, de 2013 à 2024 aujourd'hui, nous pouvons établir qu'ils n'ont produit aucun résultat, c'est-à-dire bilan zéro. Bilan zéro, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas nous dire, et là je vais faire référence, n'est-ce pas, à l'opération Barkhane. Parce que l'opération Barkhane qui arrive au même moment que la MINUSCA, parce que MINUSMA. 2013, Barkhane arrive, 2013 encore, MINUSMA arrive. Donc vous voyez que c'est deux forces qui se joignent pour se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme parce que, soi-disant, n'est-ce pas, selon le rapport du ministère de la Défense française, c'est l'État malien qui fait appel, n'est-ce pas, aux casques bleus. En dehors des casques bleus, ils font appel au Barkhane, en fait à l'armée française qui mute de Serval à Barkhane. Parce qu'il y avait déjà une opération dans le Sahel qui s'appelait l'opération Serval. Oui. Donc c'est cette opération Serval maintenant qui mute, qui devient Barkhane, dans la même période-là. Et donc quand vous avez ça, selon les statistiques, n'est-ce pas, du ministère de la Défense française qui mettait en place l'opération Barkhane, les terroristes étaient entre 300 et 1000 en 2013. Donc, selon leurs statistiques, il y avait entre 300 et 1000 terroristes sur le territoire, dans le Sahel, parce que ce n'était pas seulement au Mali, mais dans le Sahel. Et la première vague, n'est-ce pas, de mobilisation des hommes en tenue, c'est-à-dire les militaires, la force Barkhane vient avec 5650 hommes pour lutter contre 300 et 1000 terroristes. Ça, c'est 2013. Et au même moment encore, voici la MINUSMA qui arrive aussi et qui s'installe avec près de 8000 hommes. Donc quand on fait la jonction des deux forces, c'est-à-dire MINUSMA, Barkhane, joints à deux pour lutter contre 1000 terroristes, prenons le chiffre le plus élevé selon le ministère de la Défense française, n'est-ce pas, que selon leurs estimations, oui, c'est-à-dire 5650 hommes, plus près de 8000 hommes de la MINUSMA, dont nous sommes à près de 15 000 hommes déjà. Vous voyez un peu, qui sur place vont lutter contre 1000 hommes, c'est-à-dire 1000 djihadistes, 1000 terroristes. Première année, aucun résultat. Deuxième année, aucun résultat. Jusqu'à près de 10 ans comme ça, sans résultat. Mais à un moment donné, on voit comment le terrorisme et le djihadisme plutôt a prospéré, a plutôt grandi, a plutôt eu des niches, n'est-ce pas, s'installant dans plusieurs territoires maliens. Nous pouvons voir, n'est-ce pas, les différents sites qui ont été récupérés, n'est-ce pas, par l'armée malienne aujourd'hui, alors qu'ils étaient sur le contrôle des djihadistes terroristes. Nous savons tous que presque le nord était déjà presque parti, n'est-ce pas, du côté de l'Azawad, parce que l'objectif des terroristes était de créer l'État de l'Azawad, c'est-à-dire de diviser le Mali en deux et de devenir, n'est-ce pas, un État indépendant, l'État de l'Azawad. Donc, aujourd'hui que nous faisons le bilan de la MINUSMA, nous constatons exactement que la MINUSMA n'a rien produit, n'a rien fait et son apport était grandement inutile au niveau du Mali. Parce que vous ne pouvez pas avoir affaire à 1000, bon, disons même 2000, ajoutons-les même 3000 terroristes, avec tout ce que vous avez comme hommes, avec tout ce que vous avez comme matériel, logistique, tout ce que équipement et tout le reste. Sans compter que, selon encore le ministère de la Défense française, n'est-ce pas, l'appui
de ces opérations-là se faisait à partir de la base de drones américaine de Agadez. C'est-à-dire la base de drones américaine permettait, n'est-ce pas, aux forces, à Barkhane et MINUSMA, d'avoir des renseignements sur la bande sahélo-sahélienne. C'est-à-dire ils avaient le contrôle. Les drones pouvaient donner la vraie image ou bien les vraies positions des terroristes. Donc 50%, n'est-ce pas, des renseignements étaient donnés par la base américaine d'Agadez. Mais jusque-là, pendant 10 ans, ils n'ont produit aucun résultat. Les drones américains n'ont rien vu. Les drones américains n'ont rien vu. Les drones français n'ont rien vu. La grande logistique, que ce soit de Barkhane, que ce soit la logistique de MINUSMA, la logistique américaine, rien n'a. Donc aucun de ces éléments-là n'a pu produire de résultats pour réduire en néant les soi-disant 1000, 2000 ou 3000 terroristes, 5000 même. Donnons-leur même 5000 terroristes pendant 10 ans. Ils ont été incapables. Donc quand vous demandez MINUSCA bilan, voilà le bilan de la MINUSCA, de la MINUSMA au niveau du Mali. C'est un bilan extrêmement nul. En fait, quand nous analysons plus loin, nous comprenons que non, la MINUSMA n'est pas venue pour lutter contre le djihadisme et le terrorisme, même chose comme Barkhane. Ils ne sont pas venus dans ces territoires-là pour justement aider le Mali plutôt à s'en sortir. Non, ils sont venus plutôt former, équiper, n'est-ce pas, installer le djihadisme et le terrorisme au Mali dans tout le pays. Et en plus de ça, arriver à un moment où ils devaient justement, diviser le pays et de trois, continuer l'exploitation, n'est-ce pas, des ressources naturelles du Mali. Parce que quand vous regardez le fonctionnement de tout ce qui, de toutes ces forces-là, vous voyez, vous constatez que la plupart de ces forces-là n'étaient pas là pour la sécurité. En fait, c'était des creuseurs. Ce n'étaient pas des militaires, c'était des creuseurs. Des ingénieurs miniers, en pétrochimie et tout ça. Donc, c'était juste pour l'exploitation des ressources naturelles du Mali. Parce que quand vous regardez, la France est passée, n'est-ce pas, qui n'avait pas de position en matière d'exploitation d'or, est devenue 5e producteur d'or, n'est-ce pas, à partir de cette opération-là, à partir de Barkhane. Et d'ailleurs, mais écoutez, M. Josselangos, une fois quelque chose était qui nous avait amusé, et vous avez vu ces vidéos et ces photos-là, où il y avait un camion, un char de l'ONU qui avait fait l'accident justement au niveau du Mali, en fait, qui s'était renversé. Au lieu que c'est les balles ou bien les fusils qui sortent de là, c'est les lingots d'or qui sortaient. Exact. Donc, vous voyez qu'en réalité, on était plutôt dans l'objectif d'exploiter illégalement, n'est-ce pas, les ressources. C'est pour ça ce grand déploiement de tous ces hommes-là. C'est les chercheurs d'or. Mais bien sûr, c'est les creuseurs d'or, ces orpailleurs. Donc ce n'était pas en fait une mission de sécurisation, n'est-ce pas, du Mali. Donc c'était juste des exploitants, n'est-ce pas, d'or pour justement davantage nourrir ces grandes puissances-là qui faisaient partie de cette force MINUSCA et davantage être un frein pour l'épanouissement, pour le développement, pour la sécurisation du Mali. Et à ce propos, justement, André-Christelle Fangan, on se rappelle quand même du discours d'Abdoulaye Maïga, il y a 2 ans, aujourd'hui c'était en 2022, du côté des Nations Unies, et qui avait déclaré haut et fort que, eh bien, elle avait été poignardée. Il avait dit, je cite, estimé que son pays a été poignardé dans le dos par les autorités françaises. Mais bien sûr, parce que vous ne pouvez... Et je crois qu'il avait même ajouté, la France a abandonné le Mali en plein vol. Exact. Parce que quand vous regardez, pourquoi la France, il le dit? Parce que vous ne pouvez pas, vous dites que, ok, les autorités du Mali, sous la gouvernance de Ibeka, n'est-ce pas, le feu président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, qui était président de la République du Mali en ce moment-là, fait appel à la France pour venir aider justement le Mali à sécuriser, à juguler le problème de djihadisme et de terrorisme. Ok, la France se porte volontiers et amène les hommes. Et finalement, au lieu d'apporter l'appui nécessaire, n'est-ce pas, pour régler le problème, plutôt c'est l'expansion du terrorisme. Et d'ailleurs, nous avons vu dans une vidéo, et c'est un reportage d'une télévision française, je crois que c'est Arte ou bien TV5 Afrique, qui avait fait un reportage justement au Mali où des formateurs français, n'est-ce pas, justement formaient, n'est-ce pas, des djihadistes de l'État de l'Azawad,
on avait vu ça, on a vu ce reportage-là. Et donc, vous voyez que... On avait diffusé sous une autre... Bien sûr, dans d'autres cieux. Dans d'autres cieux. Et donc, vous voyez qu'avec ce comportement, nous ne pouvons que confirmer qu'en réalité, la France a justement jeté ou bien abandonné le Mali poignardé le Mali dans le dos, parce que c'est elle plutôt, cette France-là, qui a alimenté le terrorisme, qui a nourri les terroristes, qui a donné les moyens aux terroristes, qui a fait la propension même, et qui a même amené jusqu'à signer les accords d'Alger, n'est-ce pas, les accords d'Alger qui permettait justement les discussions entre les terroristes et les autorités de transition. Donc, vous voyez comment, n'est-ce pas, ces États-là ont travaillé pour mettre en mal, n'est-ce pas, le Mali. Donc, Abdoulaye Maïga, n'est-ce pas, n'avait pas tort en disant que le Mali a été poignardé dans le dos par la France. Et c'est le travail de la France, parce que la France est un pays sensu, ne vit que sur le dos des autres, ne vit que sur le sang des autres. Et c'est toujours la France qui allait justement aux Nations Unies pour la prolongation du mandat de la MINUSMA. On se posait bien des questions, savoir pourquoi. Mais parce que vous savez que la France a longtemps eu ce qu'on appelle le porte-plume. C'est-à-dire, c'est lui qui est le porte-parole, c'est lui qui prend, n'est-ce pas, les devants, les initiatives pour certains pays africains et surtout d'Afrique, soi-disant francophone. Et donc, la France avait tout le droit, parce qu'il y avait des autorités molles, ou bien des autorités à plat ventre, n'est-ce pas, des autorités, n'est-ce pas, laquais, des marionnettes, n'est-ce pas, au niveau du pouvoir central malien, donc qui obéissaient au doigt à l'œil à la France. Donc, ce n'est que normal qu'en ce moment-là, la France pouvait avoir les devants pour aller négocier. D'ailleurs, même un fait bizarre, vous vous rappelez que M. François Hollande a reçu le président malien au Mali. Il faut préciser que c'est Emmanuel Macron qui a reçu d'ailleurs le président. Emmanuel Macron. Voilà. Donc, le président de la France, n'est-ce pas, au Mali, atterrit au Mali et reçoit le président, n'est-ce pas, malien dans son propre territoire. Vous voyez un peu, au lieu que c'est le président en exercice, n'est-ce pas, du Mali qui reçoit son homologue étranger, mais c'est plutôt le... En fait, ils étaient en territoire conquis. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la France pouvait aller demander la prolongation, n'est-ce pas, du mandat, n'est-ce pas, onusien au niveau du Mali pour dire que non, la tâche n'est pas encore achevée, parce qu'en réalité, la tâche n'était pas la sécurisation du Mali, la tâche c'était l'exploitation, n'est-ce pas, à tout vent, à gorge déployée, n'est-ce pas, des ressources maliennes. C'était ça l'objectif. Mais comme Dieu ne dort pas, des gens se sont réveillés, on dit mais ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on continue à avoir une très grande présence des armées étrangères sur notre territoire et le djihadisme et le terrorisme continuent à prospérer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc il faut chercher à régler ou bien à réguler ce problème. André Fanga, comment comprendre que jusqu'à preuve de contraire, des étrangers peuvent venir sur le sol africain, faire des choses, repartir sans qu'ils ne donnent eux-mêmes un bilan de leur présence sur le sol africain? Mais ça dépend maintenant des autorités, n'est-ce pas, qui sont sur place, qui dirigent, n'est-ce pas, le pays. Oui. Parce que vous ne pouvez pas admettre que des personnes, une opération comme celle-là, MINUSMA, s'installe pendant plusieurs temps, ils mènent leurs activités. Signer un papier quelque part. Un papier quelque part pour demander, n'est-ce pas, des comptes, pour demander, ok, voilà vos missions. Et maintenant, qu'il y ait quand même des missions de contrôle, des missions d'évaluation, des missions de ceci, mais rien de tout ça. Parce que quand nous regardons, toutes les missions, que ce soit onusiennes sur le territoire africain, ils n'ont jamais donné de bilan. Ils ne font jamais de bilan. Ils n'ont jamais apporté, n'est-ce pas, une réponse concrète. D'ailleurs, même les Nations Unies ne sont pas une organisation de paix. Ils disent qu'ils sont une organisation de paix, mais ils n'ont jamais apporté la paix nulle part. Parce que si vous êtes le siège d'abord des Nations Unies se trouve où? Aux États-Unis. Les États-Unis sont le pays le plus meurtrier du monde. Les États-Unis sont le plus grand causeur de guerre dans le monde. Les États-Unis sont ceux qui ont causé tant de tort parce que à tout le monde entier. Donc vous ne pouvez pas avoir, et c'est le vrai patron de l'ONU,
c'est les États-Unis. Et donc, c'est eux qui commandent le monde, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident de toutes choses. Donc, vous voyez qu'ils se sont toujours comportés comme ces gendarmes-là, ces gens-là qui disent, qui viennent implémenter leur stratégie. Ils finissent et ils ne rendent compte à personne. Et donc, nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que des gens sont venus sur notre territoire africain, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils sont repartis. C'est les autorités qui ont donné, n'est-ce pas, la latitude, n'est-ce pas, à ces gens-là, ou bien le laisser aller pour qu'ils fassent comme ils veulent et ils repartent. Et nous constatons dans la plupart des pays, n'est-ce pas, qu'il y a domination française, qu'il y a ce genre d'attitude-là, des gens qui arrivent, qui entrent, qui pénètrent, qui font des choses et repartent. Terminons rapidement avec cette question, André Kisefanga. Depuis que Wagner est arrivé sur le sol malien, apparemment tout se passe bien. Qu'est-ce que Wagner fait que les autres n'ont pas pu faire? Écoutez, Jocelyn Goss, avant d'arriver à l'étape de Wagner, il faut d'abord rappeler que l'armée malienne, en coalition avec l'armée tchadienne, ont réussi à mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, les djihadistes terroristes au Mali. Jusqu'à dans les derniers retranchements dans les Ifogas. Et c'est l'armée française qui va s'interposer pour que l'armée malienne et l'armée tchadienne, n'est-ce pas, n'aillent pas au bout de leur poursuite, n'est-ce pas, contre ces terroristes. Donc c'est un adjudant-chef français, n'est-ce pas, avec sa compagnie qui barre la route, n'est-ce pas, en plein Mali. Hein. On parle là du territoire malien, on ne parle pas que c'était un territoire étranger. Donc l'armée française présente au Mali, l'armée malienne présente au Mali, en coalition avec l'armée, n'est-ce pas, tchadienne, sont dans une opération de poursuite des terroristes, mais l'armée française vient s'interposer. Vient dire non, vous ne pouvez pas continuer à poursuivre ces terroristes-là jusqu'à ce niveau-là. Et c'est ça qui, justement, préparait, n'est-ce pas, la venue, n'est-ce pas, de la mission Barkhane, n'est-ce pas, et de la MINUSMA. Parce qu'il fallait davantage démontrer que le Mali est ingouvernable à cause du terrorisme. Donc, il faut une force d'interposition, il faut une force supérieure qui va... Donc, l'armée malienne et l'armée tchadienne avaient la capacité d'éradiquer, n'est-ce pas, le terrorisme avant que maintenant... Wagner, le partenariat Russie, Fédération de Russie, Mali, ne viennent se mettre en place. Donc l'armée malienne avait déjà ses propres capacités. Et le commandant de cette force, n'est-ce pas, mixte entre l'armée du Tchad et l'armée malienne, c'était M. Assimi Goïta. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Pourquoi? Parce que ce genre de... c'est cette situation qui l'amène à la révolte. En disant que, mais comment est-ce possible que dans mon propre territoire, moi, commandant n'est-ce pas, d'un groupement, n'est-ce pas, pour justement lutter contre le terrorisme, c'est un petit sergent français qui vient m'empêcher dans mon propre territoire et qu'il faut d'abord appeler Bamako. Et c'est Bamako qui donne les instructions, qui demande à Assimi Goïta de rentrer lui et ses hommes. De repousser chemin. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, vous comprenez la révolte, n'est-ce pas, qui peut se mettre en place pour justement mettre, n'est-ce pas, chasser, n'est-ce pas, ces soi-disant dirigeants du pouvoir. Donc, maintenant, Wagner arrive dans un partenariat sérieux qui est justement de dire on va travailler ensemble pour justement mettre hors d'état de nuire le terrorisme. La preuve en est, le Mali aujourd'hui, le territoire est presque à 98% récupéré. C'est juste des quelques poches de résistance qui sont encore là, mais nous savons tous qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait avec partenariat Mali et Wagner et la Fédération de Russie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et dans le renseignement, vous savez que le renseignement est d'une importance capitale. La plupart des guerres asymétriques se gagnent par le renseignement. Les guerres asymétriques, c'est-à-dire où on ne connaît pas l'ennemi, on ne sait pas où l'ennemi est fixé. Ce n'est pas une guerre, n'est-ce pas, de face à face pour dire que non, voilà mon adversaire en face, le voilà, donc je peux trouver des stratégies. Mais non, on ne sait pas partout, il passe parfois, il se dissimule dans les populations, il se dissimule dans les forêts, donc il faut un renseignement appuyé pour justement arriver, n'est-ce pas, à dénicher ces gens-là. Et c'est ce que Wagner aujourd'hui travaille, n'est-ce pas, main dans la main avec les forces maliennes, les FAMA, pour justement débousquer, n'est-ce pas, où se trouvent tous ces terroristes djihadistes du Mali, de l'État de l'Azawad. Merci à vous, André Kisefanga, d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On va dire au revoir à la MINUSMA, au revoir à ces
personnes qui nous ont fait croire qu'ils venaient libérer le Mali, mais malheureusement, ce sont eux qui alimentaient en tout cas le terrorisme dans ce pays. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous.